Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, je voudrais juste vous présenter l'association que que nous avons créée l'an dernier avec plusieurs professionnels de santé, notamment des ostéopathes, des kinésithérapeutes, des psychomotriciens, mais également bientôt peut-être des médecins. Voilà. L'idée, c'est, nous en tant que kinésithérapeutes, on a un énorme rôle au niveau de la prévention. Plus vous serez informés, et pas forcément juste formé de façon spécifique sur la prise en charge des déformations crâniennes, mieux ce sera. On a un véritable rôle, nous, en tant que professionnels de santé, dans nos salles d'attente. Lorsque nous recevons des patientes, alors je ne sais pas, peut-être que la plupart d'entre vous peut-être font de la prise en charge postpartum, de la périodologie, tout ça, mais il est de votre rôle d'informer des éventuelles déformations crâniennes, positionnelles, préférentielles. On va en discuter. Deux autres choses. Il est absolument indispensable d'avoir au moins lu une fois dans sa vie, surtout quand vous êtes en pédiatrie, quand vous faites la formation en pédiatrie, le livre de Michel Forestier qui s'appelle « De la naissance à la marche ». Voilà. Au premier pas, pardon, excuse-moi. Voilà. Et alors celui-là, il est absolument génial, fantastique en fait, et c'est vraiment destiné à tous les professionnels de santé. C'est les déformations crâniennes positionnelles du nourrisson, écrit par Gianni Marangilli, ainsi que des kinés et des médecins, en fait, pédiatres, évidemment. Et c'est un ouvrage, c'est une véritable boîte à outils qui est vraiment, elle est géniale. Référencée. Comme il est sorti il n'y a pas longtemps, en fait, vous avez le maximum de référencement bibliographique et les dernières études qui sont sorties. Et voilà, donc on revient à nos moutons. Donc aujourd'hui, avec Solène, nous allons vous parler donc, de la prise en charge des déformations crâniennes positionnelles. Alors, c'est quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est? De quoi parle-t-on? La plagiocéphalie, la brachycéphalie, c'est quoi? C'est une déformation du crâne, c'est l'os qui s'est aplati, oui, effectivement. Effectivement. Donc on parle de plagiocéphalie quand on a un aplatissement asymétrique. Alors il y en a deux. Il y a la plagiocéphalie. Alors, Solène va vous montrer les petits crânes moulés sur nos patients. Donc la plagiocéphalie, c'est un aplatissement postérieur asymétrique de l'écaille occipitale. Très souvent, ce que vous avez, c'est que vous avez un aplatissement d'un côté de l'écaille occipitale, et un bombement du côté controlatéral, voilà. Mais vous avez également des plagiocéphalies dites fronto-occipitales, où là, en fait, c'est toute la partie, donc toujours pareil, unilatérale du crâne qui s'est avancée. Donc on a un aplatissement postérieur de l'écaille occipitale de façon asymétrique qui entraîne le temporal, le pariétal, et un bombement au niveau du frontal. Voilà, ça c'est pour la plagiocéphalie. La brachycéphalie, c'est un aplatissement symétrique, c'est plat, de l'occiput. Ok? Voilà. C'est OK pour vous? Alors, ce qu'on dit, c'est que ces déformations crâniennes positionnelles, ce sont des pathologies, entre guillemets, de l'immobilité. Ce sont des enfants qui bougent très peu. Alors, il y a plein de facteurs de risque. Certains sont anténataux, et c'est pour ça que souvent, dans notre questionnaire, on demande aux mamans, bon, vous avez été alitée, vous avez bougé, voilà, est-ce que l'accouchement a été long? Tout un tas de... Alors, les jumeaux, en fait, ce sont des facteurs de risque en fait, de déformation crânienne positionnelle, surtout un qui est complètement resté écrasé dans le ventre de maman. Voilà. Il y a évidemment, en fait, au moment de la naissance, avec tout ce qui va être les torticolis musculaires. Vous savez, tous ceux qui ont la petite bulle musculaire, là, le fibrosis coli. Donc ça, c'est un facteur de risque de plagiocéphalie positionnelle, parce que l'enfant ne peut pas tourner sa tête correctement. Donc en fait, on a un déficit de mobilité au niveau du rachis cervical. Voilà. Mais on a aussi tout ce qui est postpartum, en fait, avec notamment le bébé qui ne bouge pas. Et alors ça, les coussins anti-tête plate. Bullshit international. Il faut le savoir. OK? Voilà. Alors, bébé est hyper collé. Hein. C'est vraiment, il est dans le cocoon à baby. On est hyper à l'aise. En fait, sur la plage, dans le transat, avec le morito. Voilà. Ça, c'est interdit. Okay, ça, il faut éviter complètement, surtout chez l'enfant qui est en pleine croissance. Ce qu'il faut savoir, petit tips, c'est que le bébé, en l'espace d'1 an,
son périmètre crânien va grandir d'au moins 12 cm. Okay, donc à la naissance, on est en naissance à terme, sans complications, etc. On est aux alentours de 35 cm de périmètre crânien. Okay, à l'âge adulte, vous êtes à combien en moyenne? Ah, c'est un gros crâne déjà. C'est un peu plus bas. C'est plutôt ouais, 54, 56. Okay, donc en fait, la première année, vous passez de 35 cm à 12. Quand même gros. Et donc du coup, les 10 derniers centimètres, en fait, c'est après. Sachant qu'en fait, les 6 premiers mois, c'est là où on va avoir une espèce de courbe complètement ascendante au niveau de la croissance crânienne. Et c'est là qu'il va falloir agir. Et c'est là qu'est notre rôle. Plus on prendra en charge de façon précoce ces bébés qui ont juste un petit doute parce que la maman est venue vous dire « ah bah tiens, il tourne que d'un côté », ou alors parce que vous avez vu dans la salle d'attente le bébé qui est arrivé dans le maxi-cosy comme ça, et vous dites à la maman « mais il bouge le bébé, en fait, la tête, elle est comment ?» Bah non, il est tout le temps comme ça. Et là, ça doit être des red flags pour vous. T'es d'accord? Ok, tu veux parler d'autre chose? Donc, comme vous a dit Bérangère, il y a des facteurs de risque. Moi, je vais juste rajouter, c'est que ça touche aussi plus les garçons que les filles. Il est dit que les petits garçons seraient un peu moins moteurs que les petites filles. Je dis ça, je pose ça, je dis rien. D'accord? Au début seulement. Au début. Ça intéresse aussi les mamans qui ont des utérus contractiles, parce qu'ils subissent déjà beaucoup de pression in utero. La crise du logement par les jumeaux, et souvent ils font des plagiocéphalies tous les deux, c'est très très fréquent, et inversé, parce qu'ils s'emboîtent. L'alitement, et ce qu'on ne dit pas assez non plus, les mamans qui accouchent par voie haute, donc par césarienne. Tout simplement parce que ces bébés ont déjà certainement un positionnement in utero qui n'est pas bon. Et il faut savoir que le bébé, au moment où il fait son passage dans le bassin, peut diminuer son périmètre crânien d'1 centimètre au moment du passage. Je dirais que c'est, et j'ose dire, une petite séance d'ostéopathie, la toute première qu'il a le droit dans sa vie de bébé, c'est de pouvoir venir refermer un petit peu le périmètre crânien et ensuite réouvrir grâce aux sutures et aux noyaux d'ossification. D'accord ? Donc évidemment, ce qu'a dit Bérangère, après, c'est toute l'immobilité. Okay. Et donc pour ça, tout ce qui est préventif, c'est qu'on incite déjà les jeunes parents à mettre les bébés sur le ventre, très très tôt. Alors, mettre les bébés sur le ventre, souvent, moi, je reçois des parents qui vous disent « Ouais, mais moi, mon bébé, je le mets 5 minutes, 3 fois par jour, telle une posologie médicamenteuse, et ça ne fonctionne pas. » Et non, parce que le bébé, quand il naît, il est complètement hypotonique du tronc et très hypertonique des bras. Donc, il ne sait pas encore porter sa tête. Et sa tête fait quand même un tiers du poids du corps, ce qui est énorme. Donc, quand on vient mettre un bébé sur le ventre, on ne le met pas n'importe comment non plus. On ne vient pas... Tu me le montres, comment le soulever? Donc, on ne vient pas le prendre sur le dos, le soulever de terre et le mettre sur le ventre. On apprend déjà aux parents à lui dire, vous le prenez, vous le tournez sur le côté pour l'installer sur le ventre. Et au départ, le bébé va rester quelques secondes. Et c'est OK. Mais répéter plusieurs fois par jour, c'est déjà un beau travail. Et tous les bébés n'aiment pas le ventral strict. Ce n'est pas grave. On a plein de ressources. Okay. Un bébé qui est reflueur, c'est des bébés qui ne vont pas du tout être sur le ventral strict. Donc le portage à bras est déjà une très belle position. Okay. Ça peut être des ventrales décentrés, un ventral décentré, pardon, où on va le mettre soit sur le coussin d'allaitement, soit sur quelque chose qui va le rehausser un petit peu pour qu'il ne soit pas en ventral complètement horizontal. Ça peut être un portage au niveau des jambes, quand on est assis, on vient poser son bébé sur la jambe. Bref, il faut donner des outils aux parents. Les parents, souvent, surtout les primipares, vont être très, très inquiètes de tous ces temps-là. Mais c'est du temps où il y a de l'échange, de la stimulation, du massage contenant. C'est hyper important pour le bébé. Et c'est de la mobilisation pour le rachis cervical. Parce que tant qu'il est là, il va pouvoir travailler tous ses muscles extenseurs du cou, commencer à travailler les muscles rotateurs, donc éviter aussi l'installation des fois des torticolis, ou du moins on va les posturer. OK ? Ce qu'on va pouvoir aussi... Tiens, je te laisse le micro, mets-toi en portage. Alors, ce qu'on va pouvoir aussi également enseigner aux parents, ce sont les techniques de portage physiologique. Les techniques de portage physiologique, en fait, ça, c'est ce qu'on peut faire avec vraiment... donc, on a le sling que Solène est en train de nous présenter. Voilà. Mais vous avez également les écharpes. Alors, en fait, il existe plusieurs types d'écharpes. Donc, celles-ci sont en jersey. En général, en fait, c'est vraiment pour les petits bébés, petits poids. Okay. Mais attention,
Ces écharpes-là, en fait, ne sont pas du tout indiquées sur des enfants qui auront des hypertonies du tronc et en fait avec des chaînes postérieures extrêmement prédominantes. D'accord ? Un bébé qui a une chaîne postérieure très dominante, c'est un bébé qui va sans cesse aller chercher un appui postérieur et donc évidemment, c'est chez un enfant qui a une brachycéphalie, en fait, ça ne va faire qu'accentuer la brachycéphalie. Voilà. Vous avez également des écharpes en fait où le tissu est beaucoup plus rigide en fait. Voilà, ce sont des écharpes en sergé croisé qui sont beaucoup plus donc résistantes et celles-là en fait vont être plus indiquées chez des bébés par exemple qui sont brachycéphales. Ok ? Donc voilà, ça c'est une des techniques de portage. Donc ça, tout ça, ça fait partie en fait de notre boîte à outils de thérapeute que l'on va enseigner aux parents. Donc on peut faire éventuellement, notamment, alors c'est ce qu'on fait nous au cabinet. En fait, on fait des ateliers de portage physiologique avec les différentes écharpes auprès des parents et notamment des mamans qui sont sur le point d'accoucher. Donc en fait, ça, les papas ils kiffent parce qu'en fait ils savent, si la maman par exemple elle allait, en fait très souvent, le bébé est plus contre la maman, du fait de l'allaitement, etc. Et là, en fait, l'idée d'avoir une écharpe physiologique de portage, pour le papa, c'est super, parce qu'en plus, ça fait aussi le pot à pot, et le pot à pot est hyper important. Donc pareil, le fait d'avoir l'enfant contre son corps, en fait, c'est un des moyens de faire de la prévention contre les déformations crâniennes positionnelles. Voilà. Tu nous parles du tummy time, ou pas ? Après ? Alors juste qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est la prévalence. Aujourd'hui, un bébé porteur de déformation crânienne positionnelle, ça touche un bébé sur 3, un bébé sur 2. Donc c'est quelque chose d'ultra fréquent. Et là, au moment où on le voit apparaître, très souvent, elles sont très très rares les déformations crâniennes qu'on a de naissance. Et on les voit, on les constate très fréquemment à 6 à 8 semaines de vie. C'est à peu près le temps d'installation d'une plagio ou d'une brachie. Donc le bébé, il naît avec une tête en général parfaitement ovale. Vous voyez ? Et on peut arriver à ça en l'espace d'à peine 2 mois. Donc ça met peu de temps à s'installer, mais ça peut mettre aussi très peu de temps à se corriger si c'est pris vraiment en charge précocement par les séances de kiné, d'ostéothérapeute manuel ou autres, mais aussi par forcément l'intervention des parents et aussi des gens qui vont le garder. D'accord ? Parce qu'il faut aussi des fois les grands-mères, les grands-pères, les tontons, les tatas, les crèches ou les asthmates. Alors justement par rapport à ça, en fait, il y a un article qui est sorti donc en 2022, Martinuc, et qui dit qu'en gros, si les parents sont informés et formés à toutes ces façons de faire, porter le bébé à bras, le tummy time, justement stimuler la mobilité de l'enfant, etc. En fait, les déformations crâniennes en fait, sont quasiment inexistantes. En fait, on passe à travers les déformations crâniennes. Et même lorsque c'est pris en charge extrêmement tôt, si on indique aux parents comment faire, parce qu'il ne faut pas rêver, c'est pas avec vos petites mains et vos 2 ou 3 séances par semaine qu'on va faire quelque chose. Hein. Le parent, c'est la personne à éduquer. Parce qu'en fait, c'est elle qui est l'acteur en fait de la thérapie de son enfant. Okay ? Donc, il faut absolument que vous enseigniez aux parents comment faire un retournement, comment le mettre sur le ventre, comment bien le porter. Ça, c'est primordial. Parce que c'est grâce à cela qu'on va prévenir les déformations crâniennes, même lorsqu'elles sont installées. Tummy time. Tummy time. Alors, le tummy time, en fait, c'est ni plus ni moins qu'en fait la position sur le ventre. Petite chose, il est hyper important que à 3 mois, l'enfant passe au moins une demi-heure par jour sur le ventre. D'accord ? Alors, quand je dis une demi-heure, c'est pas une demi-heure, je le mets chrono en main et hop, je laisse une demi-heure. Non, pas du tout. C'est tout au long de la journée. C'est je le change. Donc, quand je vais le changer, je vais le positionner sur le ventre. Okay ? C'est le moment d'éveil avec le parent. Sur le tapis d'éveil, sur le ventre du parent, okay, allongé, okay, c'est le moment bisou câlin, voilà. Donc voilà, une demi-heure par jour, c'est hyper important à 3 mois. Au-delà de ça, en fait, on va stimuler aussi tous les capteurs vestibulaires, oculaires, okay. On va travailler également sur tout ce qui va être, je repousse le poids du corps. Et tout ça, en fait, ça fait partie de ce que l'on appelle les niveaux d'évolution motrice qui sont hyper importants dans le développement neuropsychomoteur, d'accord ? Avoir la main bien à plat au moment du tummy time, c'est un gage de bien se repousser, bien se redresser. Et puis après, c'est quoi ? Je rampe, le 4 pattes. Okay ? C'est aussi stimuler tout ce qui est en fait prise globale, prise fine. C'est l'appréhension. Et tout ça, c'est hyper important chez les enfants.
Pourquoi? Exemple, on va partir sur un torticolis. Voilà, c'était drôle, en fait, le bébé il dormait tout le temps comme ça. Allez hop, on va se mettre comme ça. Voilà. Et donc, du coup, en fait, on a ce qu'on appelle cette position, vous vous souvenez, le réflexe tonique asymétrique du cou, le côté de l'escrimeur, comme ça. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, c'est tout mon champ, en fait, mon hémicorps, pardon, droit qui va être plutôt stimulé. Donc, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais plutôt regarder ma main droite. Donc, en fait, c'est plutôt ma main droite qui va aller amener l'objet à ma bouche, ok? Donc, toute cette partie-là, en fait, elle va être complètement oubliée. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où, quand je vais, par exemple, positionner mon enfant sur le ventre? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt aller chercher les objets qui sont de ce côté-là, d'accord? Il va plutôt aller stimuler ce côté-là. Donc toute cette partie-là va être finalement moins bien utilisée. Donc sur les schémas moteurs de ramping, ben on va avoir une asymétrie au niveau des hémicorps droit et hémicorps gauche. Alors oui, il faut avoir une asymétrie au niveau de la ceinture scapulaire et au niveau du bassin, parce que quand on marche pas comme les lézards, hein, on marche en dissociant nos ceintures. Mais on va plutôt avoir des enfants qui vont romper plutôt d'un côté, donc en fait ça va développer leur schéma moteur plutôt de ce côté-là, donc ça va avoir un impact également au niveau du quatre pattes et aussi même au niveau de la position assise. En fait tout cela, c'est englobé dans le schéma moteur de l'enfant, en fait, qui va être finalement défaillant. Okay. Et là, notre rôle, c'est justement d'aller rechercher en fait ces chaînes musculaires en quelque sorte et de les symétriser. Et pareil, tout cela, en fait, ça passe aussi par des exercices que l'on peut donner aux parents. Oui, je rajouterais juste une petite chose sur le réflexe tonique asymétrique du cou. C'est que quand on est dans le schéma de l'escrimeur, on a aussi une inclinaison de la colonne vertébrale. Donc, c'est des enfants qui sont en schéma de virgule et se construisent un peu comme ça. D'accord. Au niveau du champ visuel, ces enfants, comme ils ont un œil qui regarde plutôt de près d'un côté et de loin de l'autre, au moment où ils vont commencer à se verticaliser, ils vont aussi avoir un œil qui va chercher à se mettre légèrement en avant pour pouvoir faire tout ce qui est accommodation visuelle. Et regardez un petit peu autour de vous, il y a certains enfants ou certains adultes qui continuent à avoir ce schéma-là. C'est tout bonnement celui qui fait du vélo et qui vous dit « je ne sais pas faire du vélo » parce que quand il tourne la tête, il tourne le guidon. Il y en a aussi qui c'est en voiture, c'est plus compliqué. D'accord? Alors là, on parle un peu des mesures. Comment on fait les mesures? Allez. Alors, la mesure d'une brachycéphalie. Alors, il y a différents outils de mesure. Il y a soit des craniomètres, qui sont des craniomètres métriques ou digitaux. Il existe aussi, je sais que Benoît Chevalier, dans ses formations, utilise beaucoup les bandes thermoformables, où après, on fait des mesures avec des points de repère. Je pense que l'idée, c'est déjà d'avoir un outil où on se sent bien dedans, pour avoir des mesures qui sont correctes, pour déjà suivre l'évolution du bébé au fur et à mesure de sa croissance et de sa prise en charge. Donc les mesures, pour une brachycéphalie, on vient prendre le point le plus large au niveau des tragus, et on vient prendre la mesure ici antéro-postérieure. On fait une division entre les deux, on multiplie par 100 et ça nous donne l'index de brachycéphalie. Brachycéphalie. Voilà. Brachycéphalie. Donc on estime qu'entre 75 et 85%, on est dans une normalité. 75%, pour vous donner un ordre d'idée, c'est plutôt la tête africaine, des crânes qui sont plutôt étroits et très allongés. 85%, une tête plutôt asiatique, avec une tête légèrement plus large, un peu plus raccourcie, physiologiquement parlant. On estime que comme aujourd'hui, il y a un métissage, la normalité se fait entre 75 et 85%. Entre 85 et 90%, on en est dans quelque chose de léger. 90-95% modéré, voilà, c'est 100%. Et au-delà, dans du sévère. D'accord ? Au-delà de ces chiffres, c'est aussi visualiser la tête d'un bébé. Parce que quand je suis sur un 92% où l'enfant, il a, vous voyez, comme celui-ci, une tête qui part vraiment en panne sucre, on est déjà en sévérité. Ici, j'ai les os pariétaux qui sont hyper pliés. Et avant de déplier ces os-là, on parlera des orthèses après, c'est difficile. OK ? Pour les plagiocéphalies, je mettrai ça après. Pour les plagiocéphalies, on vient mesurer les différences de diagonale entre la partie frontolatérale. Bon, je vous passe les détails aujourd'hui des points de repère anatomiques, mais en gros, on prend un point qui est ici au niveau frontal jusqu'au niveau derrière. On fait pareil l'autre diagonale. On fait une différence entre ces chiffres-là.
En gros, parce que personne n'a un crâne parfaitement ovale, entre 0 et 4-5 mm, on est dans une normalité, 5 et 10 dans du léger, 10 et 15 modéré, et au-delà, on est dans du sévère. Bien évidemment, on mesure toujours ces deux index-là. Et l'enfant, il peut être juste avec une plagio, juste avec une brachie, ou les deux associés. OK ? Alors, ça me fait me rebondir sur cette photo qui montre, vous voyez, un décalage de mâchoire. On dit souvent que la plagiocéphalie ou la brachycéphalie, c'est vraiment quelque chose de purement esthétique qui n'a pas d'incidence, que ça se remettra tout seul. Souvent, ce que j'explique, parce que j'anime des journées sur la plagiocéphalie tous les ans, ce que j'explique lors de ces conférences-là, c'est qu'on me dit demain, Solène, tes kilos en trop avant l'été, ils partent tout seuls. Bah, je ne vais pas changer ma façon de bouger ni ma façon de m'alimenter, donc je ne fais rien. Pour les bébés, c'est un peu pareil. Si on ne vient pas, à un moment donné, mettre les pieds dans le plat pour voir les habitudes de vie de l'enfant ou l'habitude de vie des parents, il ne va pas se passer grand-chose. OK ? Alors justement par rapport à ça, et notamment au niveau de l'occluso, ce sont aussi des bébés qui peuvent avoir des problèmes de succion et de déglutition ou tout simplement au niveau de la prise de l'allaitement. C'est-à-dire que ce sont des mamans qui vont venir vers vous, ils vont vous dire mais j'ai des crevasses, ça me fait mal, etc. Donc avant d'aller chercher le problème avec la maman ou dire ah bah oui il faut masser, etc. Allez regarder si vous êtes maxillo, allez regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la succion déglutition, allez explorer l'endobuccal avec le consentement des parents bien évidemment, mais aujourd'hui, en fait, et il y a pareil, ce sont des articles qui sont sortis assez récemment, on sait qu'une plagiocéphalie peut avoir une répercussion, notamment sur la branche de la mandibule. Et donc, la branche de la mandibule, c'est les dents mandibulaires et qui vont venir, du coup, mal se positionner parce qu'en fait, la langue n'aura pas l'espace nécessaire au niveau buccal. La langue ne va pas aller configurer en fait le palais maxillaire. Donc c'est du coup ce palais n'ayant pas été modelé par la langue qui se positionne correctement, et bien en fait ce sont les dents. Pardon. La valeur ajoutée des équipements technologiques pour le traitement des pathologies courantes présentée par Technogy va commencer dans 5 minutes sur l'espace conversation. Merci. Et donc on aura une répercussion au niveau donc, des dents maxillaires qui ne seront pas en contact avec les dents mandibulaires. Donc ça donne des troubles de l'occlusion que l'on rééduque ensuite après. D'accord ? Voilà, tout simplement. Alors si tout cela ne suffit pas, on a fait tout ce qu'il fallait, on a suivi les recommandations de l'HAS, on a un bébé qui arrive, on a des séances de kiné qui sont en place. Qu'est-ce qu'on fait ? Il existe les orthèses crâniennes. Alors pendant longtemps, on a dit les orthèses, non, ça ne marche pas, ça fait du mal aux enfants. Alors, moi, je vais vous parler des grandes lignes des orthèses. Les orthèses, il y en a deux types principalement. Il y a les orthèses passives et les orthèses actives. Passives, pourquoi ? Parce qu'elles viennent enclaver complètement le périmètre crânien de l'enfant. C'est des orthèses qui sont fermées en bord à bord. Donc c'est celle-ci. Elles ont une chambre d'expansion derrière. D'accord ? C'est des bébés, ça va s'adresser pour des bébés plutôt jeunes, qui ont un potentiel de croissance encore. En général, une orthèse, on la pose à partir de 6 mois en âge corrigé. OK ? Ça arrive qu'on puisse poser beaucoup plus tôt, vers 4 mois et demi, 5 mois, sur des déformations très sévères. Moi, j'en ai vu sur du 29 mm de plagiocéphalie à 4 mois. Quand le bébé il a 4 mois et qu'il a déjà 29 mm de plagiocéphalie et une brachie associée, on va ramer pour arriver sur quelque chose de léger. Hein. D'accord ? Les orthèses, ce n'est pas magique non plus. Ça ne vient pas tout travailler sur une tête. Typiquement, sur un bébé qui a une plagiocéphalie comme ceci, les orthèses travaillent très très bien, et ça, il faut savoir le dire aux parents, sur les bases de crâne. C'est-à-dire que l'occipital, on va savoir le faire resymétriser en postérieur, redonner de la longueur à la tête, mais l'os ici, le pariétal, va avoir beaucoup de mal à suivre. Donc s'il y a des parents qui, quand ils voient la tête de leur enfant, ce qui les enquiquine, c'est la partie haute, il faut savoir leur dire qu'un casque ne travaillera pas sur la partie haute. OK ? Attendez. D'accord. Je voudrais savoir le poids, en fait, en moyenne. Une centaine de grammes. Alors, l'orthèse, en fait, on ne la pose pas tout de suite. Il y a quand même des conditions pour poser les orthèses. Ouais, les conditions pour poser les orthèses, c'est forcément la sévérité déjà de la déformation crânienne.
On n'en met pas sur des bébés en dessous de 5 mois en général. L'indication idéale, c'est 6 mois. Ça veut dire que là, on a épuisé tout ce qu'on faisait en kiné, en ostéothérapie manuelle, peu importe. Mais on stagne et on voit que le résultat n'est pas là. On se doute que sur une plagiocéphalie, ça ne va plus beaucoup se corriger. Une brachie, c'est différente. Sur une tête comme ça, pure, là, la motricité, quand elle va arriver, va nous aider encore à corriger. Et on peut estimer aujourd'hui que les brachycéphalies récupèrent bien jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Donc une petite brachie à 92 chez un bébé de 6 mois, je ne m'affole pas pour une orthèse. Par contre, une plagio qui est encore à 12-13, arrivée à 6 mois, on commence à en parler de l'orthèse aux parents. OK ? Voilà, donc les orthèses passives, alors toutes les orthèses se posent 23 heures sur 24. Sur les orthèses passives, vous avez en général les marques que l'on a en région Île-de-France, ça va être Proteor, Lagarigue et Autoboc. Ce sont des impressions 3D avec une mousse ou une peau de chamois dedans. Le casque est en fermeture bord à bord et il y a un temps d'adaptation pour chaque enfant. C'est-à-dire que le premier jour, ils vont le porter 2 heures, puis après 4 heures, puis et ainsi de suite. Et l'enfant s'adapte à l'orthèse. Sur les orthèses actives, donc aujourd'hui, on n'a plus que Cranioform en région parisienne. Cranioform, en fait, c'est un casque. Alors, il y a un casque qui circule là. Le casque actif, c'est le casque qui a une mousse à l'intérieur. Et la différence, c'est qu'on vient creuser au fur et à mesure dans cette mousse. Donc l'enfant, il est revu tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. L'autre, il est vu à peu près tous les mois, mois et demi. Et on vient recreuser systématiquement dans le casque. Il n'y a pas de temps d'adaptation. Et en général, on peut poser ces casques-là sur des bébés un peu plus âgés, au-delà de 12 mois. OK ? Aujourd'hui, bonne nouvelle, si on a une ordonnance venant d'un médecin, un neurochirurgien d'un centre Craniost, les orthèses sont remboursées pour la plupart. Il y a une prise en charge, sécurité sociale. Donc, ce qui permet aussi à beaucoup de parents de mieux orthéser leurs enfants et plus facilement. D'accord ? Au niveau de la prise en charge, vraiment kinésithérapie, est-ce que vous avez une différence entre le torticolis et juste la déformation positionnelle ? Est-ce que vous ajoutez des mobilisations, ce genre de choses, du passif ou pas du tout ? Le passif, en fait, c'est plus dans l'accompagnement au niveau des chaînes musculaires. La prise en charge, elle doit quand même être globale parce qu'en fait, ça impacte, comme l'a dit très bien tout à l'heure Solène, en fait, ce sont des bébés qui ont des schémas en virgule. Donc, en fait, ça va impacter également donc, toute la colonne vertébrale, le bassin, y compris au niveau des jambes. Donc, en fait, c'est une prise en charge qui est globale. Okay, et ce qu'on essaie de faire, en fait, on ne fait pas de spécifique en fait, chez un enfant, on essaie de faire des prises en charge globales. Donc on va beaucoup travailler sur les chaînes musculaires antérieures, les chaînes musculaires antérieures et croisées, éventuellement les chaînes musculaires postérieures. En fait, tout dépendra du bilan et de l'enfant que l'on aura. Mais il n'y a pas forcément de différence, si ce n'est que effectivement sur un torticolis, on va essayer de solliciter toutes les inclinaisons. Alors on peut travailler de différentes façons. Hein. Ça peut être sur votre cuisse, ça peut être aussi sur des ballons clins. Les ballons clins, en fait, ce sont des outils qui sont vraiment indispensables, je trouve, dans le cabinet d'un kiné pédiatrique. Donc tout ça, en fait, et l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller retrouver un schéma global postural. Voilà. Donc oui, au départ. Évidemment, mais très vite, il faut faire du global. Qu'est-ce qu'on peut dire comme argument à un médecin qui dit non, le casque, ça sert à rien ? Solène. J'en ai entendu ça. Déjà, quand on dit que c'est qu'esthétique, souvent l'argument que je leur dis, quand on a une tête comme ça, il y a une obligation qui dit quand même que quand on veut faire du vélo avec son bébé, on doit lui mettre un casque. Déjà, première chose. Decathlon font des casques au rayon bébé pour des formes de tête comme ça. Donc, pour un enfant qui s'est élargi la tête, on va devoir aller au rayon enfant et plus bébé. Mais derrière, il n'y a rien qui tient. Donc là, on se dit, heureusement qu'il a une jugulaire pour tenir le casque. Donc déjà, quand on dit que c'est qu'esthétique, moi je veux bien, mais au niveau sécuritaire, je ne suis pas top. Dire que le casque, ça ne sert à rien, je pourrais vous montrer après, je montrais tout à l'heure à Bérangère, justement, un schéma qui explique vraiment bien, avec des couleurs, les croissances crâniennes. Quand on voit que déjà, le temps de déformation, mais au moment où j'ai le crâne le plus malléable, 6 à 8 semaines à se déformer, et le temps que l'on met à récupérer, si on ne met pas un casque, en fait, le casque, tout ce qu'il dit, c'est sur une brachie,
là, j'arrête de grandir. Et maintenant, tu viens grandir en postérieur. D'accord? Un casque, ça a été longtemps diabolisé. Mais en fait, il y a très très peu, il peut y avoir des petits problèmes de rougeur, mais ça, c'est des ajustements après d'orthoprothésistes. Mais les enfants supportent très très bien leur thèse. Et après, il suffit de leur dire, si c'était votre enfant, vous feriez quoi? Parce que, ça, c'est leur conviction. Mais en fait, quand on est professionnel de santé, on n'a pas de conviction à donner. Même moi, ça fait quand même 10 ans, j'ai travaillé aussi dans des centres d'orthèse, je ne me permets jamais de donner un jugement aux parents, de savoir si moi, je ferai le casque ou pas. Ça reste une décision parentale. Et le cœur de parent, c'est le cœur de parent. Oui. Moi, j'ai des avant-après de pose de casque. Voilà. C'est ça. Alors, souvent, moi, j'ai eu des parents qui m'ont dit « le casque a permis de donner de la motricité à mon bébé ». Alors, évidemment que non. Le casque ne permet pas de mettre en route des schémas moteurs. Mais en ayant un plat comme ça ou une bosse de compensation comme on a ici sur une plagiocéphalie, le bébé, quand il est positionné là, il a 2 bosses. On vous a dit que la tête du poids du bébé, c'est 1/3 du poids du corps. Donc, quand il veut faire son retournement, il est en train de retourner sa hanche et sa tête. S'il ne peut pas passer sur ses bosses, ça commence à être compliqué. Donc, quand on lui met un casque, on vient ici arrondir l'arrière de sa tête. Merci. Et ça permet, vous voyez, les casques, ils ont quand même une forme très arrondie en postérieur. Et du coup, ça permet au bébé plus facilement de trouver ses chaînes de retournement. Parce qu'on lui permet de le faire. Et ce n'est pas qu'il ne pouvait pas le faire, parce qu'à un moment donné, c'est juste un problème mécanique. C'est tout l'intérêt justement de montrer aux parents comment bien faire ces chaînes de retournement, parce qu'en fait, c'est eux qui, au cours de la journée, au cours d'échanges, au cours des échanges, des moments d'éveil, c'est eux qui vont initier ces retournements, solliciter ces fameuses chaînes musculaires et dire à l'enfant, regarde, tu peux tourner la tête avec ce casque. Juste pour conclure, parce que je vois l'heure, c'est Solène comme moi, en fait, on a été pendant très longtemps formatrice sur les déformations crâniennes, les prises en charge, tout ça, donc on peut parler pendant 2 voire 3 jours sur ça. Donc on va arrêter. Merci d'être venus aussi nombreuses. Alors, un tips en fait, venez chercher les flyers, en fait c'est pour vous. Donc c'est l'asso ABP-IDF. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait en adhérant à cet asso, en fait, vous avez tout ceci là, en fait, c'est à disposition sur le site de l'asso. On fait des journées d'information, de formation avec l'association. C'est assez riche. Et l'idée, en fait, c'est plus on sera informé, plus on saura former et éduquer nos parents. Et du coup, on aura une meilleure prise en charge et surtout, même en informant, en éduquant entre guillemets les parents et les jeunes mamans qui sont sur le point d'accoucher, à leur dire voilà quels sont les signes auxquels vous devez faire attention, c'est elles qui vont être aussi les précurseurs en disant à leur pédiatre, mais regardez, elle ne tourne pas la tête, est-ce que vous pouvez me prescrire des séances de kiné? J'ai une kiné ou un kiné qui fait de la pédiatrie notamment, travaille sur les brachies et les plagios. Voilà, je veux aller la voir. C'est aussi à travers les parents en fait, qu'on va pouvoir donner toutes ces informations-là et dire aux pédiatres s'il y a des choses à faire. Alors, ça avance. Maintenant, on en a de plus en plus. On n'a plus sur les ordonnances rééducation de la plagio. On a rééducation pour asymétrie posturale. C'est une énorme avancée. Merci infiniment.